Fidèles téléspectateurs de l'RTNC Katanga, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi notre chaîne, votre chaîne, pour en savoir plus dans votre magazine économique concret. Concret que vous avez pris l'habitude de suivre chaque mardi à 20h15 et jeudi en rediffusion à 13h45. C'est parti pour ce nouveau numéro. Ce nouveau numéro, nous recevons pour vous le professeur Daniel Kassongo Ilunga, qui est au fait spécialiste en monnaie. Avec lui, nous allons parler de la politique monétaire actuelle. Il s'y connaît. Il va nous donner des précisions sur ce que nous vivons actuellement sur la monnaie en RDC, sur la politique monétaire. Professeur, nous vous disons bonsoir. Bonsoir madame. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Et nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de partager quelques réflexions sur la monnaie avec vous et vos téléspectateurs. Merci beaucoup. C'est parti. Je venais de le dire, vous êtes spécialiste en politique monétaire. La première question est celle de savoir c'est quoi la monnaie? Lorsqu'on parle de la monnaie, il s'agit de quoi exactement? Merci madame pour la question. En fait, la monnaie, c'est l'instrument qui nous permet de vivre. C'est un outil important de la vie sociale, puisque vivre voudrait dire avoir des biens et des services qui rendent commode cette vie-là. Et c'est la monnaie qui nous permet d'acheter, d'acquérir ce dont on ne dispose pas. Donc la monnaie nous facilite les transactions. Et c'est à ce titre que la monnaie a connu une évolution historique riche, puisque au départ, elle était sous forme de troc. Les gens s'échangeaient des biens contre les biens. Mais cela posait des problèmes d'ordre logistique, d'ordre des mesures, puisqu'il fallait savoir ce que vaut une chèvre exprimée en termes de poule. Donc c'était extrêmement difficile. C'est à la suite de cela que l'on est arrivé à la monnaie que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire un billet de banque qui a un pouvoir libératoire et qui vous permet d'acheter, mais qui vous permet également d'exprimer tout bien en termes chiffrés et qui permet également de faire une épargne, donc de sauvegarder votre pouvoir d'achat dans la durée. Donc voilà, donc ce sont là les fonctions, donc les trois fonctions qui remplissent la monnaie. Les trois fonctions que remplissent la monnaie en RDC, la monnaie que nous avons, notre monnaie locale, c'est le franc congolais. Mais la RDC se retrouve aujourd'hui face à une situation où tout le monde crie. Est-ce que nous avons une politique monétaire responsable en RDC? Avant qu'on entre dans les détails. En RDC, la Constitution, dans son article 170, dit que le franc congolais est l'unité monétaire qui a cours légal. Cette monnaie, malheureusement, elle ne remplit pas les trois fonctions que je viens d'évoquer tantôt. Donc, instrument d'échange, unité de compte et réserve de valeur. Aujourd'hui, la monnaie nationale remplit partiellement la fonction d'instrument de transaction, un tout petit peu d'unité de compte, mais elle ne remplit pas véritablement la fonction de réserve de valeur. Alors, pour la gérer, il faut qu'il y ait une politique monétaire. Dans notre pays, la Constitution a conféré ce rôle à la Banque centrale. Donc, c'est la Banque centrale qui a la charge de mettre en œuvre, de définir et de mettre en œuvre en toute indépendance la politique monétaire. Donc oui, nous avons une politique monétaire au Congo, mais qui n'est pas optimale. On va dire qui n'est pas efficace et qui rencontre quelques difficultés dans sa mise en œuvre. Les contextes actuels s'y prêtent bien d'ailleurs pour pouvoir aborder cette question de la politique monétaire. Une politique monétaire qui n'est pas efficace, c'est la politique monétaire que nous avons en RDC. Mais est-ce qu'à ce jour, nous sommes au mois d'août 2020, les Congolais se plaignent, les Congolais se disent ça ne va pas. Ça ne va pas parce que justement, cette monnaie que nous avons ne remplit pas les trois fonctions. Parce que simplement, la politique monétaire n'est pas efficace. Nous sommes à ce jour face à une situation où le taux de change sur le marché, comme on dit, le marché parallèle, le taux chez les cambistes, parce qu'en RDC c'est devenu monnaie courante également, nous sommes à $1 à 1900 francs congolais et voire même 2000 francs congolais.
1 dollar. Et puis ensuite, la Banque centrale qui a reçu des instructions via également le ministère des Finances qu'il fallait revoir cette situation, nous a communiqué un taux 1 dollar à 1500 francs congolais. Mais les réalités ne nous le prouvent pas. Est-ce que vous avez un commentaire à faire à ce sujet avant qu'on évolue? Oui, madame. Le taux d'échange est une variable extrêmement importante dans notre contexte, puisque notre économie est fortement désarticulée. Nous avons une économie extravertie. Nous avons une économie qui dépend fortement aussi bien de l'offre extérieure que de la demande extérieure. La plupart des biens de consommation en RDC proviennent de l'extérieur. Et justement, le taux d'échange, c'est la mesure d'une monnaie exprimée en une autre monnaie. Donc, dans notre contexte, le taux d'échange joue un rôle majeur. C'est déjà une situation exceptionnelle, puisque le taux d'échange ne devrait pas avoir une importance qu'il a aujourd'hui. Alors ça c'est une chose, mais une deuxième dimension de votre question, c'est qu'on voit que le taux d'échange dévisse. On voit que la Banque centrale ne parvient pas à stabiliser le taux d'échange, puisque elle devrait le faire, car stabiliser le taux d'échange voudrait dire stabiliser les prix, puisque nos prix sont basés sur des biens importés. Alors, pourquoi nous avons un taux d'échange qui est annoncé d'une part par la Banque centrale, mais que l'on n'a pas dans la réalité? Situation traduit, comme je l'ai dit d'abord, une configuration extrêmement délicate pour la Banque centrale, puisque la Banque centrale dans tous les pays gère principalement sa monnaie nationale. Donc elle a une emprise sur la monnaie nationale. Le dollar américain, puisque c'est du dollar qu'il s'agit, c'est la monnaie des États-Unis. Donc la monnaie des États-Unis qui circule de manière importante en RDC, c'est une difficulté pour la Banque centrale, on va dire, est convertie à un taux qui est différent, soit quand on se trouve sur le marché interbancaire, c'est-à-dire le taux auquel les banques s'échangent les devises, banque centrale et banque commerciale, ou banque commerciale entre elles, et le taux que l'on vit sur les marchés auprès des changeurs de monnaie, que je n'appelle pas cambistes, puisque ce sont des changeurs de monnaie. Y a-t-il une différence entre le cambisme Oui, puisque historiquement, le cambisme, c'est un métier des banques. C'est dans des banques où il y a un cambiste qui est chargé de faire les opérations de marché, de coter les devises, d'ailleurs plusieurs devises à la fois, et en fait avec une politique bien définie, des statistiques bien suivies. Ce que nous avons en RDC, c'est des changeurs de monnaie. Des changeurs de monnaie, on va dire, qui ne sont pas surveillés, leurs statistiques ne sont pas connues par la Banque centrale. Et chacun se réveille le matin, fixe un taux. Voilà. Donc il y a des problèmes administratifs et organisationnels extrêmement importants. Mais maintenant, sur la question, pourquoi nous avons un taux d'échange différent entre les marchés parallèles et les marchés interbancaires? C'est tout simplement parce que la Banque centrale n'a pas suffisamment de devises. Je vais prendre un exemple. En fait, imaginez que vous soyez un bailleur dans la ville de Lubumbashi et que vous vouliez que le prix du loyer soit de 100 $, ou on va dire de 100 000 francs. Mais pour que vous puissiez imposer ce prix-là, il faut que vous ayez suffisamment de maisons à mettre en location. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez décréter, vous pouvez dire, demain, moi, je veux que le loyer soit de 100 000 ou de 200 000 francs. Tant que vous n'avez pas de maisons à mettre en location, votre décision sera quelque peu inefficace ou improductive. Donc là, on a la Banque centrale qui n'a pas suffisamment de réserves d'échange pour pouvoir vendre et donc imprimer une dynamique sur le marché des champs. Donc la plupart de l'offre en dollars est détenue par les changeurs de monnaie qui évoluent dans le secteur informel, il faut le dire, puis par les banques. Alors on a donc ces changeurs de monnaie qui sont motivés par la recherche du profit et donc qui fixent le taux en fonction de leurs propres décisions. Je ne dirais pas leur humain, puisque ceux qui font change de monnaie, c'est un métier en fait qu'ils font et ils sont à la recherche du profit.
Leur profit provient de la différence entre le cours auquel ils achètent le dollar et celui auquel ils vendent. Donc, ils essayent, avec des motivations tout à fait rationnelles, de maximiser leur profit. Ça veut dire, quand ils sentent qu'ils sont les seuls acteurs sur le marché, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une spéculation à la baisse pour pouvoir maximiser la marge. Vous avez vu par exemple que quand on était dans une période de week-end, quand la Banque centrale avait annoncé qu'elle vendrait les devises, donc eux, ils se sont dit, là, c'est une occasion pour pouvoir acheter à un prix extrêmement faible, d'où le taux qui, artificiellement, en parenthèse, a été revu à la baisse à 1500. Et puis, ils savaient de manière tout à fait pertinente que ce taux allait rebondir. Et donc, ils ont voulu maximiser leur profit. D'ailleurs, aujourd'hui, si vous allez voir un cambiste, plutôt un changeur de monnaie, et que vous lui demandiez de vous céder les dollars qu'il possède, soyez-en sûrs qu'il le fera à un taux avoisinant 2000, voire même un peu plus. Un peu plus, parce que je pense qu'il y en a qui font aujourd'hui 100 dollars à 230 000 francs congolais. Oui. Ils sont dans une optique de maximisation. Alors, le fait que les cambistes veulent maximiser leur utilité, leur profit, on peut dire que ce n'est pas nouveau. Mais ce qui est nouveau, c'est que là, en fait, on a les structures formelles qui sont absentes. C'est-à-dire la banque centrale, c'est-à-dire les banques commerciales, qui devraient être les plus grands acteurs du marché, qui devraient être ceux qui offrent le plus de devises sur le marché, ceux qui vendent le plus de devises sur le marché, pour essayer de marginaliser les changeurs de monnaie qui prennent des décisions, on va dire, extrêmement difficiles pour le Congolais que je suis et pour nous tous. Au fait, la Banque centrale se retrouve face à une situation un peu plus complexe. La banque n'a pas de devises, mais le marché informel, s'il faut le dire ainsi, les changeurs de monnaie ont des devises. Mais est-ce qu'il n'est pas possible ou il n'est pas faisable que la Banque centrale négocie avec les changeurs de monnaie qui évoluent en RDC? Alors, les changeurs de monnaie, au jour d'aujourd'hui, on va dire qu'ils ont une petite portion de devises. Ils n'ont pas suffisamment de devises. Ok. Ils ont une petite portion de devises et ils essaient de maximiser leur profit sur base de leur portion de devises. La Banque centrale, au jour d'aujourd'hui, elle ne peut pas, on va dire, demander aux changeurs de monnaie qui sont des acteurs privés de céder ces devises. Elle peut le faire par la réglementation, mais cela aura des conséquences fâcheuses. Ce qu'elle doit faire en tant qu'institut d'émission, c'est de mettre en place des mécanismes pour renforcer son matelas en devises, ce que nous appelons en termes techniques les réserves d'échange. Alors, ces réserves d'échange, elles sont approvisionnées principalement par les exportateurs. C'est lorsque on exporte et qu'il y a des rentrées de devises que nos réserves évoluent, s'accroissent. Là, avec la crise sanitaire que nous connaissons, qui a eu des conséquences économiques négatives, nos réserves d'échange ont baissé. Il est vrai que les pouvoirs publics en général auraient dû anticiper, auraient dû prendre des mesures, à dire préventives, pour pouvoir interroger le fait que la crise économique va très probablement affecter le marché d'échange et que l'on doit conserver à présent on va dire un volume de devises à vendre lorsque le taux d'échange va être volatile. Cela n'a pas été fait malheureusement et je pense que c'est l'une des leçons que l'on peut tirer à ce stade pour les pouvoirs publics, pour la Banque centrale. Elle doit être beaucoup plus dans la proactivité, dans la prévention au lieu de subir les événements. Est-ce que vous pensez, nous sommes en RDC, vous êtes monétariste, vous gérez depuis longtemps, vous êtes dans ce secteur, vous êtes scientifique, vous évoluez en RDC. Est-ce que vous pensez, même si la Banque centrale avait anticipé, nous sommes au mois de mars 2020, lorsque la crise sanitaire a commencé, si la Banque centrale avait, disons, anticipé, est-ce que nous aurions moins de problèmes aujourd'hui en ce qui concerne les devises, en ce qui concerne le taux de change? Est-ce que vous pensez? À l'évidence.
Je le pense, donc, si la Banque centrale et les pouvoirs publics, puisque la Banque centrale seule ne peut pas y arriver, si la Banque centrale et les pouvoirs publics avaient anticipé en mars, début mars, je pense que la volatilité du taux d'échange allait être contenue dans des marges, on va dire, acceptables. Donc là, dans ce que nous connaissons aujourd'hui, puisque le franc a perdu plus de 10%, il y a une importante fraction de cette dépréciation qui est due, on va dire, au manque de prévision, au manque de stratégie, au manque, on va dire, de prévention, à une stratégie qui peut être qualifiée de défaillante, puisque cette stratégie n'est pas, en fait, elle ne permet pas au pays d'anticiper sur les chocs, puisque en économie, et notamment en économie monétaire, la théorie nous dit que chaque fois qu'il y a un choc économique, ce choc peut être positif ou négatif, les variables économiques réagissent. Et une bonne gouvernance économique voudrait que l'on puisse anticiper sur les chocs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque on a un choc positif, ce qu'on a eu par exemple en 2013-2014 avec le boom minier, l'État et la Banque centrale auraient dû constituer une réserve. Donc quand les choses vont mieux, on constitue des réserves qui vous servent à amortir le choc négatif. Parce que quand le choc économique est positif et que vous êtes dans l'euphorie, alors il faut savoir que quand les temps deviennent difficiles, l'impact sera beaucoup plus profond, beaucoup plus fort. D'ailleurs, il y a même une métaphore dans la Bible, justement, qui nous invite à être beaucoup plus prudents quand les choses vont mieux et avoir un regard tourné vers l'avenir. Pour dire, voilà, aujourd'hui les choses vont mieux. Si elles vont mal, comment nous comportons-nous? Avons-nous des leviers pour pouvoir faire face à une situation qui peut arriver à tout moment et qui serait négative? Donc là, il faut le dire très clairement qu'en mars, nos pouvoirs publics, la Banque centrale, n'a pas vu venir le choc. Pourtant, le choc s'annonçait déjà en Europe. Tous les pays disaient que l'économie allait être malmenée, allait être affectée par la pandémie, puisque les mesures de confinement ont eu un coût économique extrêmement important. Donc il fallait anticiper, il fallait préserver les réserves de change pour pouvoir, en pareille situation, vendre. Ça n'a pas été fait. C'est vrai qu'on a eu 2 appuis du Fonds monétaire international, mais il me semble que les pouvoirs publics n'ont pas mesuré le risque auquel notre monnaie était exposée, tenant compte de notre situation qui est particulière avec la dollarisation, avec l'extraversion, avec une économie désarticulée qui dépend fortement de l'extérieur. Oui, nous sommes face à une situation où la Banque centrale n'a pas fait des prévisions comme il se doit, pas de stratégie de réserve en devises étrangères. Aujourd'hui, le mal est là, le mal est profond. Nous sommes en train de faire pratiquement le diagnostic d'une politique monétaire qui n'est pas efficace. Nous sommes au mois d'août. Vous pensez que cette situation va perdurer ou cette situation pourra prendre fin d'ici là? Parce que l'année 2020, si encore Dieu nous prête le souffle de vie, il nous reste, je pense, 4 mois pour clôturer l'année 2020. Est-ce que ça va continuer? Quelles sont les stratégies que la Banque centrale peut maintenant mettre, même si on sent que la Banque centrale et les pouvoirs publics ont failli face à la gestion de la monnaie en RDC? La politique monétaire en RDC, comme on l'a dit, elle est inefficace. Elle ne parvient pas à stabiliser les prix, ne parvient pas à stabiliser le taux d'échange. D'abord, il faut dire que cette stabilisation des prix, il doit être considéré dans une perspective de long terme. Ça veut dire de long terme. Ça veut dire qu'il faut... Je rappelle, fidèles téléspectateurs, que le professeur Daniel Kassongo Ilunga a eu même à défendre une thèse sur, disons, le prix la stabilité de prix, disons, le bien de première nécessité. Je pense que vous pouvez nous en parler quand même.
Justement, c'est ce que j'introduisais sur d'abord, est-ce que cette instabilité, cette politique monétaire qui est inefficace, est-ce que la situation peut s'arrêter courant 2020 et quelle est la meilleure stratégie sur le long terme? Alors, donc d'abord, comme je vous ai dit, la stabilité des prix, c'est un objectif qui est permanent, qui doit être atteint à court, moyen et long terme. Et dans ma thèse, ce que nous avons vécu de 2012, on va dire jusqu'à 2015, comme les prix ont été relativement stables, et puis à 2015, la stabilité de prix était relative. Et d'ailleurs, le taux de change était stable, il était autour de 900-930 pendant 4 années. Et puis on a eu un choc en 2016. Ce choc était dû à la baisse brutale du prix du cobalt. Quand ce choc s'est annoncé, et ce choc a été amplifié par quelques soubresauts politiques, le taux d'échange avait dérapé. Il a perdu 30% entre 2016 et 2017. Puis il y a eu une accalmie. Là, de nouveau, avec la pandémie de Covid-19 et les conséquences économiques, c'est une situation aussi qui est aussi, on va dire, affectée par quelques tensions politiques. De nouveau, le taux d'échange dérape. Alors, est-ce que cette situation va continuer? D'abord, je dois vous dire non, puisque, comme vous le voyez, c'est un mouvement sinusoïdal. Donc, on a des chocs, il y a une réaction, et puis... Choc positif pour choc négatif. Et on va y aller... On va y aller avec des mouvements sinusoïdaux. Donc là, on a un choc lié à la pandémie actuelle, le taux dérape, mais après un certain temps, quand ce choc sera derrière nous, il y aura une relative stabilité et de nouveau, s'il y a un choc négatif, on va retomber dans les mêmes travers. Donc la question importante qu'il faut se poser, comment aujourd'hui mettre en place, bâtir une nouvelle stratégie pour que le pays résiste mieux au choc, puisque les chocs viendront, puisque leur survenance est indépendante de notre bonne volonté. D'ailleurs, on l'a vu avec le prix du cuivre, on l'a vu avec le prix du cobalt, on l'a vu en 2007-2008 avec la crise financière qui a eu des conséquences sur les prix du cuivre. Là, on le voit avec la pandémie, mais demain, un autre choc peut survenir. Alors, comment faire face aux crises, aux chocs? Comment assurer durablement la stabilité des prix? C'est la question qui nous a préoccupés dans notre recherche doctorale et nous avons recommandé, nous avons proposé une nouvelle stratégie pour stabiliser les prix, une nouvelle stratégie pour stabiliser le taux d'échange. Et la stratégie que nous avons recommandée, c'est une stratégie qui repose sur 3 piliers. Nous avons proposé, recommandé que la stabilisation des prix en RDC puisse mettre ensemble la politique monétaire, la politique budgétaire et le cadre institutionnel. Ça veut dire qu'on ait une politique budgétaire et cadre institutionnel. Et quand nous avons estimé l'impact des chocs sur la monnaie, nous avons vu que les chocs les plus importants sur la monnaie ne proviennent pas nécessairement des prix des matières premières ou des déficits budgétaires, mais qu'ils proviennent de plus en plus du cadre institutionnel qui est défaillant. Alors, si je puis prendre un exemple concret, le cadre institutionnel qui est défaillant. Lorsque vous parlez du cadre institutionnel, vous entendez par... Exactement. Alors, de quoi s'agit-il? D'abord, je voudrais prendre un exemple concret. Si je reviens... Exactement, concret. Alors, si nous prenons la question des changeurs de monnaie, qui, d'un jour à un autre, peuvent ramener le taux d'échange de 1900, voire 2000 à 1500, et le lendemain, ce même taux d'échange, de nouveau, il revient à 1900, ainsi de suite. C'est que nous avons un cadre national qui est défaillant. Alors, ce cadre national qui est défaillant, de quoi est-il constitué? Il est constitué d'abord principalement de la gouvernance politique. Nous avons étudié depuis l'indépendance jusqu'à ce jour, les prix sont affectés par les turbulences politiques. Deuxièmement, nous avons, dans notre recherche doctorale, identifié les situations de guerre comme étant un facteur qui déstabilise
en permanence les prix sur les marchés et les taux d'échange. On ne pourra pas. Le cycle de la guerre, il est toujours permanent. On ne pourra pas stabiliser les prix avec un cycle de la guerre, puisque, comme vous le savez, une guerre est coûteuse en termes de ressources publiques. Et quand vous avez la guerre, vous ne savez pas mettre en place des bonnes politiques économiques, vous ne savez pas dérouler une stratégie de gestion de la monnaie qui soit efficace. Nous avons également identifié un facteur extrêmement important, c'est la dimension financière. Ça veut dire le développement financier dans notre pays ne contribue pas à stabiliser les prix. Concrètement, de quoi il s'agit? Il s'agit en fait de la bancarisation du pays, il s'agit en fait de la couverture du pays en institutions financières, il s'agit de l'accès aux services financiers. Je reviens encore sur notre exemple concret. Si vous avez 10 $ que vous voulez changer en francs congolais, nous sommes un samedi à 15 h. En fait, vous n'avez pas d'autre choix que de vous adresser aux changeurs de monnaie. Mais si vous aviez le choix, par exemple, de le faire dans un distributeur de monnaie, vous allez voir qu'à ce moment-là, vous alliez appliquer un taux qui était en vigueur auprès de votre banquier. C'est parce que vous aviez accès à des canaux digitaux, c'est-à-dire à de la monnaie électronique, par exemple. Vous auriez pu faire votre transaction à un taux qui allait être légèrement différent. À tous les mois, vous aurez pu mettre en concurrence plusieurs acteurs du marché d'échange et donc vous-même en toute rationalité décider sur quel est le canal qui vous offre le meilleur taux d'échange. Si au Congo on n'avait pas un usage du cash, de la monnaie fiduciaire à une telle importance, je pense que ce pays allait mieux stabiliser les prix, allait mieux gérer le taux de change, puisque tous les Congolais auraient dû faire des transactions électroniques, auraient dû en fait permettre à la Banque centrale d'avoir une fine connaissance des agrégats monétaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et juste pour rebondir pour terminer sur ma thèse, le dernier levier de la dimension institutionnelle, ce sont les flux de capitaux. Donc, dans notre recherche, nous avons trouvé que ce pays ne va stabiliser durablement les prix et les taux d'échange que lorsque il aura des flux de capitaux pour un seuil d'environ 42% de notre richesse nationale. Alors, 42%. 42% de notre richesse nationale. Notre richesse nationale. On doit avoir des flux de capitaux. Ça veut dire des capitaux qui viennent dans notre pays. Mais déjà qu'il y a un problème, parce que déjà qu'il y a un problème, 42% de notre richesse. Or, la RDC aujourd'hui ne sait même pas évaluer sa richesse. C'est là tout le problème aussi. Oui, nous avons les chiffres qui sont publiés par la Banque centrale qui indiquent par exemple que notre produit intérieur brut, le PIB en termes courants, il est de 46 milliards environ, mais en termes constants, c'est-à-dire le PIB réel, il est autour de 26 milliards. Alors, en termes réels, 26 milliards. En termes nominal, il est autour de 45 milliards. 45 milliards. Ok. Alors, nous avons fait nos estimations, nos calculs économétriques en nous basant sur des chiffres présentés par la Banque centrale, même si ces derniers ne sont pas fiables à 100%. Mais au moins ces chiffres nous indiquent que si le pays met en place la dimension institutionnelle, ça veut dire une gouvernance politique repensée, refondée, une bancarisation qui est poussée, on met fin au cycle de la guerre et on crée les conditions pour attirer les capitaux dans notre pays, on va stabiliser structurellement, durablement, aussi bien les prix que les taux d'échange. Dans notre recherche, nous avons trouvé que si on n'associe pas ce compartiment institutionnel à la stabilité des prix, toutes les actions qui seront prises n'auront pas d'effet sur le moyen et sur le long terme. N'auront pas d'effet sur le moyen et sur le long terme. Et sur le long terme. Oui. Vous venez là d'ouvrir encore une grande parenthèse avec, disons, les propositions de votre recherche. Vous avez préconisé la politique monétaire, la politique budgétaire et le cadre institutionnel pour qu'au fait qu'on ait la stabilité de prix
sur le marché. Mais la question aujourd'hui est celle aussi de savoir, est-ce que parmi les faiblesses de la RDC, de la politique monétaire en RDC, est-ce que ce n'est pas cette même monnaie locale que nous avons, le franc congolais, qui du reste, face au dollar, ou au système de dollarisation, a vraiment montré ses limites? Est-ce que changer également de monnaie aujourd'hui ne serait pas une manière de résoudre un tant soit peu cette politique monétaire? C'est des questions que les dessinateurs se posent. Oui. Je pense, à mon avis, très humblement, que changer de monnaie ne résout pas le problème, puisque la monnaie, c'est un voile, en fait. Parce qu'on a commencé, oui, exactement, de la monnaie, voilà. Donc la monnaie, c'est un voile, et il faut savoir que depuis l'indépendance, il y a eu plusieurs réformes monétaires, plus de 5 réformes monétaires, et on voit que ces réformes monétaires n'ont pas su imprimer une nouvelle gouvernance économique et n'ont pas su stabiliser durablement les prix. Je dois vous dire que depuis 60, la RDC n'a pas stabilisé durablement les prix. Nous sommes toujours dans un cycle de stabilité d'une année, 2 années, puis de nouveau on retombe dans l'instabilité. Ce pays a même connu des taux d'inflation de 10 000% vers les années 94, 93, 94. Donc changer de monnaie aujourd'hui sans repenser l'économie, sans repenser la stratégie de stabilité des prix, eh bien, ça sera une décision vaine. Voilà. Au départ, on pourra, par des mécanismes monétaires et économiques, on pourra avoir un taux qui pourra sembler, on va dire, être un renouveau. D'ailleurs, vous savez que le Zimbabwe a fait la même chose, mais très rapidement, puisque la monnaie c'est un voile, si l'économie réelle, si le secteur réel n'est pas repensé, si nous avons la même structure économique, très rapidement, le taux au Zimbabwe, très rapidement, le taux d'échange va se mettre à galoper, on va avoir les mêmes conséquences, puisque les mêmes causes, malheureusement, ne produisent que les mêmes effets. Donc, c'est pas la solution. Comme je l'ai dit, à notre avis, la solution, en fait, d'abord pour la politique monétaire, c'est qu'il faut y associer la politique budgétaire et la dimension institutionnelle. Mais ça, c'est pour stabiliser les prix. Alors, à côté, il faut aussi repenser notre modèle économique. Il faut refonder l'économie congolaise. C'est une économie, on va dire, qui est encore au stade primaire, qui n'a pas encore décollé. Donc, il faut changer en profondeur, transformer l'économie. Vous savez par exemple qu'en RDC, le taux de croissance, c'est-à-dire la croissance économique, la richesse que nous produisons, elle dépend à plus de 55% de l'extraction des minéraux. Au jour d'aujourd'hui, c'est une faiblesse majeure. On ne peut pas lutter contre la pauvreté avec une économie qui repose sur les matières premières qui sont extraites à l'état brut. Il faut industrialiser le pays. Il faut, on va dire, il faut réintérioriser notre économie. Il faut produire sur place, il faut consommer sur place, il faut que l'on crée la valeur ajoutée sur place, il faut que on puisse diversifier notre économie. Mais tout ça est connu, tout le monde le dit, mais malheureusement, aucune action mise en place. Tout le monde le sait, c'est connu, mais aucune mise en place. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait-il penser, vu tout ce que nous sommes en train de traverser, parce que vous l'avez dit, il y aura toujours des chocs, chocs positifs, chocs négatifs. Disons, nous sommes dans un éternel recommencement en ce qui concerne la politique monétaire ou encore en ce qui concerne l'économie de la RDC. Est-ce que faudrait-il aujourd'hui qu'il y ait des tables rondes en RDC qui mettent ensemble les décideurs politiques, mais aussi les économistes, les économistes, je prends vraiment dans son ensemble, hein, donc je prends ceux qui sont dans le marketing, ceux qui sont dans la politique, le développement, la politique monétaire. Est-ce qu'il faudrait repenser en organisant des tables rondes et des tables rondes pour lesquelles après on doit faire, disons, il faut qu'il y ait une mise en application des retombées de toutes ces tables rondes? À mon humble avis, je pense que les tables rondes dans ce pays n'auront pas un effet efficace, puisque depuis l'indépendance...
je ne suis pas, non, je ne suis pas pessimiste, puisque ce que l'on doit faire dans ces pays, on va dire, est plus ou moins connu. Vous savez que ces pays ont déjà produit des plans de développement bien ficelés, bien bâtis. Donc il faut les récupérer là où ça se trouve. Oui, voilà, donc les idées sont là. C'est vrai qu'il faut toujours associer les scientifiques, puisque l'université, parce que moi je suis professeur d'université, l'université a comme mission vis-à-vis de la société de pouvoir proposer, grâce à la recherche. Par exemple, moi dans ma thèse, j'ai proposé un mécanisme pour mieux stabiliser les prix. Mais à mon avis, ce qui est important, il me semble, c'est que déjà, ce qui existe soit mis en application. Puisqu'il y a déjà des bonnes politiques qui ont déjà été recommandées, il y a déjà des bonnes stratégies qui ont déjà été recommandées. Si je prends le plan que le Premier ministre actuel a présenté devant la représentation nationale, devant l'Assemblée nationale, exactement, c'est un plan ambitieux, avec de très bonnes idées. Voilà. Mais après cela, une chose c'est d'échafauder un plan, c'est de bâtir un plan, mais ce qui est important, c'est l'action politique. Et malheureusement, l'économique, aujourd'hui, il est malmené, il est en eau trouble, puisque derrière l'action politique ne suit pas. Voilà. Donc il faut une synergie, mais le tempo viendra de l'action politique. D'abord, que l'on mette en application ce qui existe déjà, puisque si on organise une table ronde, c'est des ressources que l'on va encore une fois utiliser. Ces ressources peuvent être mieux orientées. Donc il faut repenser, refonder l'économie de ces pays. Mais en se basant sur ce qui existe comme plan. Sur ce qui existe déjà, puisque ce qui existe est déjà, on va dire, un bon départ. Et il y a plusieurs publications des chercheurs. Par exemple, moi, ma thèse a été publiée, elle est dans la bibliothèque. Les pouvoirs publics peuvent éventuellement y trouver quelques bonnes idées, mais la table ronde, à mon avis, elle ne résout pas le problème. Il faut que ceux qui gèrent l'économie, ceux qui gèrent la politique monétaire, puisque c'est de ça qu'il s'agit, puissent se servir de ce qui existe déjà. Puisque la recherche, aussi bien à l'intérieur de la RDC qu'en dehors de nos frontières, a déjà produit énormément d'études sur les voies et moyens pour avoir une politique monétaire efficace. Par exemple, la question de la dollarisation, qui est une question importante. Cette question, on va dire, on la considère comme étant le boulet. Tout ce qui nous arrive, c'est parce qu'il y a la dollarisation. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Cette dollarisation a également quelques avantages. C'est vrai que, par exemple, vous savez que si aujourd'hui, le système bancaire se porte relativement bien, si aujourd'hui les Congolais épargnent, si aujourd'hui les banques peuvent tant soit peu financer l'économie, c'est parce qu'il y a la dollarisation, je peux juste vous demander, madame, est-ce que vous, si vous avez un compte en banque, êtes-vous en mesure de pouvoir laisser des francs congolais sur votre compte? Ça, je ne le ferai pas. Une année. Ça, je ne le ferai pas. Non. Donc, je ne le ferai pas. Pour une fois, j'accepte que vous fassiez le journaliste. Je ne le ferai pas, je ne peux pas laisser mon compte en francs congolais. Parce que justement, j'allais vous dire, je peux perdre sa valeur réelle suite à la dépréciation. Mais même quand il n'y a pas de dépréciation, dans la mémoire du Congolais, en fait, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, la dollarisation, on va dire, elle nous sert à avoir un système bancaire qui se construit et qui est appelé à se perfectionner, qui est appelé à évoluer pour pouvoir accompagner l'économie via les financements. Donc aujourd'hui, on a un financement interne puisqu'il y a la dollarisation, puisque le dollar est utilisé sur le marché au même rang que la monnaie nationale. C'est un point positif. En revanche, la dollarisation ne permet pas à la Banque centrale de mettre en œuvre sa politique monétaire. Alors, ce que je vous dis, c'est que même s'il n'y avait pas de dollarisation, et ça j'ai trouvé dans mon étude, même si on n'était pas dollarisé et qu'on avait que la monnaie nationale en circulation, l'inflation n'allait pas être vaincue. Et on a parlé le cas de la Zambie, par exemple, on a le cas de l'Angola, on a le cas du Nigeria, où il n'y a pas une forte dollarisation, mais ces pays sont également affectés par des chocs extérieurs qui font en sorte que les prix augmentent. Mais voilà. Pas des chocs comme on vit ici en RDC, des chocs... L'amplitude du choc
des effets du choc n'est pas la même. Donc nous ici, on va dire, la dollarisation, c'est vrai qu'il faut y travailler pour qu'on puisse réhabiliter les fonctions de la Banque centrale, mais ça doit être sur le long terme. Il faut des mesures incitatives, puisque si on n'y va pas à la force, eh bien, la réaction du Congolais, ça sera le marché noir. Donc, si aujourd'hui, on vous interdit à vous d'avoir du dollar, mais comme vous êtes rationnel, vous êtes homo économique, c'est-à-dire vous allez prendre la décision vous-même, mais vous pouvez garder le dollar chez vous, sous votre matelas. L'État ne viendra pas faire le contrôle dans votre chambre. Puisque ces dollars peuvent servir à financer un projet productif, à financer une PME, à financer un Congolais qui veut, par exemple, acquérir une voiture. Donc, la dollarisation aujourd'hui, elle a des avantages et elle a des inconvénients. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'on ne doit pas se focaliser sur la dollarisation comme étant, on va dire, le diable, ou bien comme étant le boulet qui fait en sorte que le taux d'échange dérape. Non. On a des causes qui sont totalement indépendantes de la dollarisation. Par exemple, aujourd'hui, on importe tout. Même s'il n'y a pas de dollarisation, les importateurs vont toujours vouloir payer leurs fournisseurs, même s'ils ont des dépôts en francs congolais auprès des banques. Mais la banque devra payer le fournisseur qui est à l'étranger. Si c'est un fournisseur chinois, il va demander qu'il soit payé dans sa monnaie chinoise. Donc, l'extraversion de l'économie, le cadre institutionnel qui est défaillant, c'est là le vrai problème. Le cadre institutionnel qui est défaillant, c'est là le vrai problème. C'est pas moi qui le dis, fidèle téléspectateur de l'RTNT Katanga, c'est le professeur Daniel Kasongo Ilunga. Avec lui, nous avons parlé de la politique monétaire. Nous sommes en train de chuter déjà. Professeur, avant votre mot de la fin, est-ce qu'il est important, par le temps qui court, que la Banque centrale lance la planche à billets? Absolument pas. Elle ne peut pas lancer la planche à billets puisque la planche à billets va alimenter l'inflation, elle va accélérer la dépréciation de la monnaie nationale. D'ailleurs, j'ai lu à travers les publications de la Banque centrale qu'il s'est abstenu de recourir à la planche à billets depuis le mois de mai. Il faut dire qu'il y a une action positive qui a été mise en place par l'État, c'est ce qu'on appelle l'emprunt via le bon du Trésor. Aujourd'hui, l'État se finance, comme tous les gens économiques, par la dette. Il faut que l'État arrête de recourir à la planche à billets. Il faut que l'État arrête de courir à la planche à billets. Fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine d'aujourd'hui concret. Professeur Daniel Kasongo, votre mot de la fin, juste votre mot. Voilà, mon mot de la fin, c'est de vous remercier de m'avoir associé à cet échange qui est important pour le devenir de notre monnaie nationale. Et tout ce que je puis dire à nos chers téléspectateurs, c'est de dire, voilà, nous sommes dans une économie qui des fois nous met en face des situations très difficiles, mais on va dire la solution pour réhabiliter la politique monétaire, pour réhabiliter les fonctions de la monnaie nationale, dépend strictement de la dimension institutionnelle, du cadre institutionnel. C'est le mot de la fin. Merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à notre invitation. Fidèles téléspectateurs de l'RTNT Katanga, nous vous disons bonsoir et merci d'avoir suivi ce magazine d'aujourd'hui concret qui a reçu pour vous le professeur Daniel Kasongo Ilunga, au fait, qui est professeur d'université, mais qui est également spécialiste en politique monétaire. Avec lui, nous avons parlé du taux de change, la dépréciation du franc congolais face à la situation actuelle. Si vous avez aimé, nous vous disons merci et bye bye et à la prochaine. Au revoir.